le président donc, légitime donc, doit l'installer. Donc ça, c'est une décision donc, du Conseil de paix et de sécurité. La deuxième chose, c'est l'idée d'un gouvernement d'union et de réconciliation nationale. Donc il est demandé au président de la République, mais vous savez que durant toute la campagne électorale, donc il avait déjà annoncé qu'une fois élu, il mettra en place donc un gouvernement donc d'union et de réconciliation nationale. Donc ce n'est pas un élément nouveau. Donc cela a été demandé donc également par l'Union africaine. Et en plus du gouvernement d'union nationale, que certaines structures soient mises en place donc de concertation. Il s'agit du Conseil national de sécurité et du Haut Conseil de la réconciliation. Alors toutes ces choses sont, je dirais, naturelles, puisque le président de la République, vous le savez, donc, dans le programme et avec l'intitulé du programme qu'il a présenté aux Ivoiriens, Vivre ensemble, a toujours été disposé à faire en sorte que les Ivoiriens donc, puissent être réconciliés, à faire en sorte de consolider le plus possible la cohésion donc, nationale. Et donc je dirais que sur ces points, à partir du moment où les deux outils dont je viens de parler sont consultatifs, et à partir du moment où la mise en place donc, du gouvernement d'union nationale obéit à un principe, qui est que l'article 41 de notre Constitution donc, est clair que le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Bon, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc le président de la République donc mettra en place tout cela de manière naturelle. Il faut savoir d'ailleurs que dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, il avait été prévu que même après les élections, que le cadre permanent de concertation donc, qui avait été établi donc, puisse continuer donc, pour pouvoir permettre un peu de concertation donc, au plan politique. Très bien. Alors, grande victoire du président de la République. J'aimerais qu'on reprenne ces différents points les uns après les autres. Il y a des Ivoiriens, y compris des gens de votre bord, qui sont dubitatifs. Ok, on sait qu'on a gagné. Maintenant, on vient de reconnaître notre victoire. Mais comment notre président va-t-il s'installer? Comment? Oui, je comprends donc cette question. Je pense que dans ce processus, il faut être déjà clair sur une chose. La voie choisie par M. Gbagbo et son clan est une voie qui est sans issue. Vous ne pouvez pas être cloîtré là, n'avoir aucune reconnaissance donc, internationale, n'avoir aucune maîtrise donc, sur quoi que ce soit au niveau donc, des finances donc, publiques, ne pas avoir la légitimité naturelle donc, du peuple, etc., et vouloir vous accrocher et penser qu'avec quelques militaires qui vous soutiennent, vous arriverez donc à vous imposer. Donc je veux qu'il soit très clair dans l'esprit de tout le monde que la voie donc, choisie donc, par M. Laurent Gbagbo est une voie qui est sans issue. À partir de là, nous avons des étapes certainement donc, à traverser. L'étape que nous venons de passer aujourd'hui à Addis Abeba est une grande étape. C'est une étape qui permet de dire le débat en ce qui concerne l'élection, qui a été artificiellement créé. Artificiellement créé, parce que je peux vous dire, c'est sûr que M. Gbagbo et ses affidés savent très bien que Gbagbo a perdu les élections. Ça, c'est clair. Mais ce débat artificiellement créé, il fallait arriver donc à le clore. Et il est clos donc définitivement. À partir de là, nous avons donc la deuxième, donc l'étape finale, qui est donc que Gbagbo parte, qui est que le président de la République donc soit installé. Moi, je voudrais que les Ivoiriens, donc les Ivoiriennes en général, aient confiance. Qu'ils sachent que tout ce processus n'a pas été fait sans qu'il y ait une visibilité donc, sur l'installation du président de la République. C'est une chose qui se fera donc rapidement, qui se fera donc dans les délais. Que les Ivoiriens donc fassent confiance. Très bien. Cela me paraît donc extrêmement important et que ce qu'ils vont entendre ici donc et là, parce que Gbagbo a l'habitude de parler en réalité pour ses militants. Il sait très bien donc une cause est perdue, mais il a besoin donc d'alimenter donc ses militants de manière donc permanente en disant des choses qui sont fausses, etc. Donc je souhaite que vraiment globalement donc les Ivoiriens ne se sentent pas perturbés par ce genre de propos, qu'ils vont entendre des propos à l'emporte-pièce. Qu'ils sachent que le débat politique est clos en ce qui concerne donc l'élection. Le président Ouattara a été élu. Les Ivoiriens le savent, et le monde entier donc aujourd'hui
donc l'a affirmé et réaffirmé. Maintenant, nous allons travailler et finaliser, je dirais, la deuxième étape qui est l'installation du président de la République. Et dans la résolution, lui a demandé au Conseil constitutionnel d'investir le président élu. Monsieur le ministre d'État, comment cela peut-il être possible quand on sait le rôle que cette institution a joué dans la crise que nous vivons? Oui, je comprends. Et par rapport au rôle qu'ils ont joué dans cette crise, il est important que je revienne aux deux points. À Addis Abeba, les éléments qui ont été évoqués et qui sont très forts étaient ceci. Vous devez savoir que la saisine du Conseil constitutionnel par le camp Gbagbo a porté sur 4 départements. Mais que le Conseil constitutionnel lui-même s'est auto-saisi de 3 autres départements pour permettre donc d'inverser les résultats en éliminant globalement des suffrages, 600 000 suffrages. C'est une forfaiture extrêmement grave. Vous êtes saisi pour un problème, vous-même vous décidez de vous auto-saisir pour 3 départements supplémentaires juste pour arriver à accomplir la mission qui vous a été confiée, à ne pas dire le droit et à mentir au peuple ivoirien. Ça, c'est très grave. La deuxième chose, vous savez qu'au plan de la loi, l'article 64 de la Constitution est très clair. Le Conseil constitutionnel ne peut pas invalider de manière partielle le scrutin. À partir du moment où il ne peut pas invalider de manière partielle le scrutin, cette décision du Conseil constitutionnel est nulle et doit être de nul effet. Elle est vraiment de nul effet, puisque elle ne peut pas, il ne peut pas, le Conseil constitutionnel, prendre cette décision. À partir du moment où cette décision n'est pas possible en droit, nous considérons que c'est une décision qui est nulle et de nul effet. Vous devez aussi savoir qu'au niveau du processus, les procès-verbaux ont été remis à 4 entités. La Commission électorale indépendante, le représentant spécial du facilitateur, le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies et le Conseil constitutionnel. Sur les 4 entités auxquelles les procès-verbaux ont été remis, 3 ont proclamé exactement le même résultat. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause les procès-verbaux eux-mêmes. Donc à partir du moment où les procès-verbaux élémentaires ont été tous validés par le Conseil constitutionnel, on ne peut pas comprendre qu'ils arrivent à la somme, à quelque chose qui soit différent des autres structures. Donc tout ça pour vous dire simplement que à partir du moment où le déni de justice est aussi grand, à partir du moment où la forfaiture est aussi grande, aggravée par le fait que d'ailleurs, le fait que Yaoundé ne soit pas allé à Addis Abeba, il a dû répondre aux injections de Gbagbo. Et il a répondu aux injections de Gbagbo, ça montre bien, au niveau de la proclamation des résultats, il avait fait ce que Gbagbo avait demandé. Donc pour nous, l'investiture qui a été faite de Gbagbo est nulle. À partir du moment où c'est nul, il est clair, parce que le président de la République a déjà prêté serment, vous devez le savoir, par écrit, qui était un engagement personnel, la prestation de serment. Donc vous devez savoir qu'à partir du moment où c'est nul, il est demandé simplement au Conseil constitutionnel de refaire le travail qu'il faut. Je ne rentrerai pas dans un certain nombre de détails, mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne la procédure pour y arriver, en concertation avec l'Union africaine, il y a des choses qui sont claires et que cela se fera. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. N'ayez pas d'appréhension en ce qui concerne cette étape. Les membres actuels sont sanctionnés, continueront de l'être, mais en tout état de cause, n'ayez absolument aucune appréhension en ce qui concerne cette étape. Très bien. Venons-en maintenant à la formation du gouvernement. Monsieur le secrétaire général de la présidence, un gouvernement va être formé. On a entendu dire beaucoup de choses. Un gouvernement d'union, gouvernement d'ouverture, partage du pouvoir. Qu'est-ce que ça contient exactement? Ce gouvernement, il va être formé comment? Non, ce que je peux dire qui est net, c'est qu'il n'y a pas de partage du pouvoir. Il n'y a pas de partage du pouvoir. Le peuple ivoirien a élu de manière très claire le président Alassane Ouattara. Je vous ai rappelé tout à l'heure l'article 41 de la Constitution. Donc il n'y a pas de partage de pouvoir. C'est-à-dire le président de la République a les mains libres de nommer son premier ministre. Absolument, absolument. Il est demandé simplement
que le gouvernement soit d'union nationale et de réconciliation, ce qui devrait permettre d'associer donc à la gestion du pays l'ensemble des forces politiques et la société civile. C'est ce qui est demandé. Pour ce qui est de la consultation donc des membres du CPC, je vous ai déjà dit que au niveau de l'accord politique de Ouagadougou, il avait déjà été décidé que après les élections, le cadre permanent de concertation demeure. Donc il n'y a absolument aucun problème à partir du moment où le cadre de concertation demeure, à ce que dans donc, une série donc, de décisions que le président de la République donc, consulte. Mais les choses doivent être très claires donc, et très nettes.